Bonjour à tous. Nous allons parler d'intelligence artificielle et de travail maintenant. Alors l'intelligence artificielle, est-ce que c'est la révolution finale du numérique? Est-ce que c'est une sorte de bouquet final, la révolution qui va tout emporter, à la fois les métiers liés à la connaissance, ceux précisément où devaient trouver refuge les travailleurs du monde développé, mais aussi les petits métiers de contact, de guichet, de surveillance, de transport, de vente, qui pourront être livrés à des robots et des véhicules autonomes demain. Alors il faut quand même se méfier des gourous de la révolution numérique, les apôtres de la disruption en tout genre à la Rifkin. Tous les ans, en effet, ou tous les 2 ans, les esprits s'échauffent sur la grande disruption qui va abolir le travail ou le salariat. Souvenez-vous de la bulle sur l'impression 3D, celle sur le big data et maintenant celle sur l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on peut parler de fantasmes alimentés par des consultants qui créent de façon intéressée un stress auprès des organisations et vendent du conseil stratégique autour du filon récurrent, s'adapter ou mourir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, l'intelligence artificielle est-elle un progrès technique comme les autres, ou bien est-ce que cette fois, c'est différent? On va en parler avec Julien Pillot, pour commencer, qui est professeur et chercheur associé à Paris Sud. Et ensuite, c'est Olivier Passé, directeur des synthèses chez Xerfi, qui prendra la suite de la réponse. Oui, et aussi dans un troisième temps, Frédéric Lefebvre-Naré, juste à ma droite, qui est expert des métiers des data, directeur scientifique et technique d'Institut d'études marketing et de start-up. Donc l'intelligence artificielle est-elle un progrès technique comme les autres, ou alors est-ce que cette fois c'est vraiment la grande révolution qui va tout bouleverser? Bon, Mounia, vous ne me posez pas la question la plus facile pour introduire un sujet aussi complexe et délicat que l'intelligence artificielle. Pour commencer, je dirais qu'on est face à une technologie qui inquiète autant qu'elle fascine, et c'est probablement la raison pour laquelle l'amphithéâtre aujourd'hui est aussi plein. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu nous écouter sur le sujet. L'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne freinera pas l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'il s'agit de l'évolution naturelle, j'ai envie de dire, de l'économie de la donnée, qui aujourd'hui est consubstantielle à l'Internet et à bien des transactions et bien des échanges entre les humains, parce que les investissements, qu'ils soient publics ou privés, autour de cette technologie vont crescendo. Pour la seule année 2018, les investissements qui ont été fléchés en direction de l'intelligence artificielle étaient supérieurs à 12 milliards de dollars. Et puis parce qu'il y a des enjeux publics, privés qui sont très importants autour de cette question technologique et de ses applications. Et il suffit de lire le rapport Villani pour s'en rendre compte. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette technologie, au-delà des acteurs qui l'apportent, c'est vraiment le débat limite philosophique qui l'entoure. Je le disais tout à l'heure, c'est une technologie qui inquiète autant qu'elle fascine, et cela se traduit généralement par des prises de parole publiques entre des grandes figures de la Silicon Valley, souvent en tout cas des techs, qui tantôt vont défendre la technologie, ce sera peut-être le cas de Mark Zuckerberg par exemple, et de temps en temps vont se méfier des applications qui pourraient en être faites. Ça pourrait être le cas par exemple d'Elon Musk, pour ne citer que lui. Parmi les défenseurs de l'intelligence artificielle, on revient souvent à ce qu'elle peut apporter en matière de santé, en matière de sécurité. Oui, l'intelligence artificielle et ses applications permettront probablement de sauver des vies. C'est pas peu de choses de le dire. Quand ce sera appliqué à la santé, quand ce sera aussi appliqué à la prévention, par exemple, de risques d'attentats. De notre côté, les détracteurs de l'intelligence artificielle craignent, parce qu'ils ont aussi une représentation de l'intelligence artificielle telle qu'on a pu nous la montrer, telle qu'on a pu nous la vendre dans certains romans d'anticipation ou certains films d'anticipation comme 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple, ou tout simplement Skynet dans Terminator, craignent que finalement l'intelligence artificielle puisse, à force de s'autonomiser d'une certaine façon, supplanter l'homme, en fait, mettre l'homme au service de la machine, ce qui est l'inverse de ce pourquoi normalement elle a été créée initialement. Et pour ces détracteurs, finalement, et c'est aussi la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, ce mouvement en fait, d'alignation de l'homme commencera par finalement priver l'homme de son travail. Alors, il faut être très précautionneux lorsqu'on aborde ce genre de problématique, parce que la simple observation des premières études sur la question, des études
prospective sur l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle en matière de destruction d'emplois varie du tout au tout selon les études que l'on va consulter. Pour certaines études, notamment celle d'Oxford, 47% des emplois aujourd'hui occupés par des êtres humains sur la planète sont menacés à terme de disparition du fait de l'intelligence artificielle, de sa progression. D'autres études, notamment celle de l'OCDE, considèrent que seulement 9% des emplois seront finalement touchés pour ce qui concerne les pays de l'OCDE. Donc finalement, on a un grand écart, et quand on a un grand écart, c'est finalement, on n'en sait pas grand-chose, tout simplement parce qu'il y a encore énormément de flou autour de la réglementation, autour de ce que va être capable ou non de faire la technologie, et finalement aussi autour de son acceptabilité sociale. Moi, je dirais, en tant qu'économiste de l'innovation, que l'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins qu'une innovation parmi d'autres. Alors, un petit peu particulière, et on va développer ce point-là un peu plus tard, mais finalement qui rentre dans un processus assez classique de création-destruction à la Schumpeter. L'innovation, il ne faut pas oublier que c'est d'abord la création d'experts pour qu'on apprenne finalement à se passer d'eux. Imaginez par exemple, pour un exemple parmi tant d'autres, mais que j'aime bien, le nombre d'experts et de laboratoires qu'il fallait mobiliser avant qu'on arrive à miniaturiser les tests de grossesse. Bon, en fait, l'innovation, c'est ça. C'est un processus continu, très incertain, qui est pensé par des experts de façon à pouvoir finalement se passer d'eux à force de progrès technologiques et également de diffusion d'innovation dans la société. Ce qui veut dire que l'innovation, elle a toujours des implications économiques. Ce sont les nouvelles applications, les nouveaux métiers que l'on peut faire autour de l'innovation. Ça va être aussi des gains de productivité par l'application des innovations. Et puis, ça va avoir des implications également sociales en matière, par exemple, de création de nouveaux métiers ou tout simplement de destruction aussi parfois de certains métiers. Il faut bien l'admettre. Mais je me permettrai d'abord une première parenthèse. L'intelligence artificielle n'est pas à blâmer pour la destruction de tout un tas de métiers que l'on observe aujourd'hui de part et d'autre. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui cause aujourd'hui la disparition des agents de caisse dans les supermarchés. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a causé la disparition des lampistes, et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui sera à blâmer pour la disparition d'emplois dans la filière diesel, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. En revanche, l'intelligence artificielle, lorsqu'on prend le temps de l'observer, de regarder ses applications et ses capacités réelles, on se rend compte qu'effectivement, elle commence à créer des métiers et en transformer d'autres. Elle commence à créer des métiers autour de la data science par exemple, et puis elle transforme des métiers qui vont être augmentés par leur utilisation de l'intelligence artificielle. Contrairement à ce que l'on peut penser, on est encore très très loin de HAL 9000, on est encore très très loin de Skynet. Les intelligences artificielles telles qu'on les conçoit aujourd'hui, telles qu'elles sont vendues aussi par des organismes spécialisés dans le développement de l'intelligence artificielle, ce sont plutôt ce qu'on appelle des IA faibles, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui vont avoir des domaines applicatifs qui sont vraiment très circonscrits, et qui vont avoir des domaines applicatifs qui vont tourner autour de la recherche de corrélation, la reconnaissance de formes, de visages, de sons, de voix, la capacité aussi peut-être de résoudre des problèmes complexes, mais toujours dans une logique essentiellement logico-déductive. Et ces intelligences artificielles vont avoir des domaines d'application très précis, et c'est là qu'elles se trouvent d'ailleurs les plus efficaces, lorsqu'elles sont appliquées à certains domaines de la santé, lorsqu'elles sont appliquées à certains domaines du droit, lorsqu'elles sont appliquées à certains domaines des professions du chiffre, etc., etc. Ces intelligences artificielles aujourd'hui, elles cherchent réellement à aider le travailleur dans ses tâches du quotidien. Elles cherchent à dégager des gains de productivité, des gains de temps, et elles cherchent surtout à répondre à certaines inefficiences que l'on a nous-mêmes causées. Lorsqu'on arrive à traiter, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple d'IBM, quantité de mails, lorsqu'on doit piloter une organisation aussi importante qu'une banque, ça permet aussi, derrière, de pouvoir prioriser les actions des travailleurs sur les mails qui ont une réelle importance et une urgence de traitement prioritaire. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui est plutôt une intelligence artificielle qui cherche à résoudre des problèmes, à résoudre des inefficiences, et donc qui cherche plus à augmenter l'être humain plutôt qu'à le remplacer dans son travail de tous les jours. C'est pour ça que l'enjeu principal est d'abord sur la formation aux nouveaux métiers, la formation également aux usages et aux bonnes pratiques autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, plutôt que de s'inquiéter du grand remplacement de l'être humain et du travailleur par la machine. Et d'ailleurs, quand bien même il serait possible de remplacer des êtres humains par des machines, se posera toujours la question de l'acceptabilité finalement de ce remplacement de l'être humain par la machine. Il y aura toujours des
négociations sociales qui pourront freiner ce processus peut-être de remplacement. Mais au-delà de ça, l'être humain, il a quand même une spécificité qu'on ne doit pas oublier, c'est que c'est un être social. C'est un être social qui parfois peut prendre des décisions en dehors de toute rationalité, tout simplement parce qu'il va substituer à l'efficacité des choix moraux. Et puis l'être humain, c'est aussi un individu un peu particulier qui aime se regrouper, il aime échanger. Et puis le fait d'avoir quasiment tous chez nous une machine à café Nespresso ne nous empêche pas de fréquenter des cafés de temps à autre. Donc on a besoin de se rassembler, et l'entreprise est un lieu de rassemblement aussi et de connexion d'intelligence et de force de travail, qui ne disparaîtra pas de sitôt. Et puis, il y en a qui ont essayé effectivement récemment de remplacer l'ensemble de la force de travail par des robots, mais ça n'a pas forcément fonctionné. J'ai en tête un exemple d'un hôtel japonais qui avait comme force de travail 230 robots, qui a perdu une part substantielle de sa clientèle, tout simplement parce que sa clientèle n'avait pas envie d'être servie par des robots. Et donc, quand bien même, technologiquement, ce serait possible de remplacer les êtres humains, ça ne veut pas dire que ça en fait une transformation qui soit acceptable. Et donc, pour finir ce propos conclusif, je dirais deux choses. Je dirais qu'il ne faut pas se tromper de combat. On est face à un enjeu majeur de compréhension de ce que sont les applications de l'intelligence artificielle pour mieux former les gens à leur utilisation, mais également au développement et aux métiers qui vont entourer l'intelligence artificielle. Et puis, surtout, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, l'autre enjeu majeur, c'est de comprendre quelles sont les inefficiences potentielles autour de l'application de l'intelligence artificielle à certains métiers, à certaines tâches, à certaines missions, de façon à ce que l'intelligence artificielle qui va apprendre de nous, qui va être à notre image, ne finisse pas par répliquer jusqu'à les figer les inefficiences qui sont déjà les nôtres. Je laisse peut-être la parole à Olivier, qui va peut-être compléter. Oui, tout en étant totalement d'accord avec ce qui a été dit, je vais peut-être me recentrer sur la question initiale, c'est-à-dire circonscrire la portée de ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire est-ce que c'est une innovation ou est-ce que c'est une innovation comme les autres, est-ce qu'on est dans un fil d'histoire, ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, ou est-ce qu'on est sur un énorme tsunami, un truc qui va tellement vite, qui est tellement global qu'il menace toutes les conventions de l'emploi, de la société, etc. Alors pour nous, j'allais dire, l'intelligence artificielle, ça va de l'enceinte connectée jusqu'à de la science-fiction, c'est-à-dire un humanoïde qui est capable de suppléer, de remplacer l'homme. Tous les spécialistes vont très vite, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Ils vous disent l'intelligence forte, celle qui est polyvalente, celle qui est capable de passer d'un domaine à l'autre, celle qui est capable d'être créative, celle qui est capable d'avoir une conscience, etc. On en est extrêmement loin. Alors jusque-là, on est sur des usages spécifiques et je pense que c'est intéressant, avant de se poser la grande question de l'emploi, en ayant en tête malgré tout toujours l'humanoïde qui nous remplace, essayons de voir ce que c'est aujourd'hui, à quelle vitesse ça va. Et je dirais les choses très rapidement, en fait. On a quelques fonctions aujourd'hui qui se développent autour de l'intelligence artificielle. Lorsque vous regardez ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des trucs assez spécialisés et beaucoup, je veux dire, par rapport à ce qu'est un homme dans sa totalité, le gros des startups de la recherche de pointe, c'est des fonctions, ce sont des sens que l'on développe. On fournit des sens à la machine, de la reconnaissance de langage, de la reconnaissance spatiale, toute une série d'éléments, de l'ouïe également. Et donc à partir de là, vous voyez qu'en fait ce que l'on fait, c'est qu'on permet à la machine de se connecter à un environnement, de mieux le comprendre. Alors jusque-là, on avait des interrupteurs qui faisaient on-off, et j'allais dire pour l'usage principal aujourd'hui, c'est qu'on a à travers la commande vocale des commandes un peu plus sophistiquées que on-off. Et une capacité aussi à interagir avec le milieu, avec un certain nombre de caractéristiques. C'est le gros aujourd'hui de l'avancée de l'intelligence artificielle. Et l'on voit bien qu'à travers ça, on dote les machines d'un certain nombre de capacités supplémentaires. Il y a toute la dimension que l'on appelle prédictive, c'est-à-dire à travers le deep learning, à travers ces mots-là, de quoi on parle? On parle d'algorithmes qui ont une capacité d'apprentissage et qui sont capables d'associer à un certain nombre de caractéristiques, à un certain nombre de données, des résultats. Et qui sont capables de manier de l'information
très fines, très granulaires. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un certain nombre de symptômes épars, on est capable, sur un très grand nombre d'individus, d'associer la probabilité de maladie. Ça veut dire que par rapport à des caractéristiques d'une machine, on est capable d'anticiper un risque de panne. Ce sont toutes ces fonctions-là aujourd'hui qui sont essentielles et qui notamment produisent des choses extrêmement positives dans le domaine de la santé. Mais aussi avec énormément d'incertitudes. Alors nous autres économistes, on le sait bien, c'est-à-dire dès qu'on essaye de mobiliser le comportement humain, dès que c'est comportemental, c'est-à-dire en particulier si vous essayez d'anticiper les risques insécuritaires dans tel quartier, ce que prétendent un certain nombre d'intelligences artificielles, hein, c'est-à-dire d'anticiper des événements liés à la sécurité, ben vous avez un risque d'erreur absolument considérable. De la même manière qu'en matière météorologique, on avance très doucement, on fait des progrès, etc. On voit que c'est pas non plus, on n'a pas la machine et on est dans le grand mythe. En finance, on a cru que parce qu'on avait beaucoup d'informations et beaucoup d'informatique, on aurait des marchés efficients. Eh ben, c'est dans le domaine réel et des objets et des comportements, c'est la même chose. Le rêve de l'efficience, on en est très loin. Après, il y a tout ce qui relève de l'optimisation. On peut améliorer les flux et tout ce qui relève de manière plus large. Certains diront c'est pas de l'intelligence artificielle, d'autres diront ça en est, mais des résolutions de problèmes hyper complexes qui mobilisent de l'information ultra fine qu'on ne mobilisait pas jusque-là. C'est-à-dire jusque-là, on ne s'intéressait pas tellement au déplacement des personnes, à des informations de géolocalisation. On n'avait pas la capacité de mobiliser toute la jurisprudence à travers le monde pour voir les compatibilités et accélérer la résolution des dossiers, etc. Donc on voit qu'à partir de là, on arrive à faire des choses. Mais là, je vais dire, on est davantage dans le domaine du big data, c'est-à-dire c'est la capacité de traiter du big data et de nourrir nos résolutions de problèmes d'une information ultra fine et de plus en plus fine. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand on regarde les applications pour le consommateur ou pour l'entreprise, on a d'abord tous ces outils liés au langage, à la réponse au langage, qui permettent de fabriquer essentiellement des assistants personnels qui vont améliorer. Ça, c'est vrai pour les individus comme pour les machines. Ça veut dire qu'on est capable, notamment dans le domaine du consommateur, d'améliorer les objets connectés. Ça veut dire qu'on est capable de faire de la traduction automatique accélérée. Ça veut dire qu'on est capable d'associer des diagnostics et qu'on peut développer de l'e-santé. Dans le domaine de l'éducation, évidemment, il y a beaucoup d'applications. Et puis, cerise sur le gâteau, la voiture autonome qui est, pareil, un objet connecté en fait, doté d'un certain nombre de caractéristiques. Et dans le domaine B2B, voilà, la relation au client est optimisée, le recrutement peut être amélioré. Dans le domaine de la santé, vous allez pouvoir améliorer, être épaulé par des robots, avoir un diagnostic dont la sécurité, dont la fiabilité est améliorée, etc. Dans les professions juridiques, mobiliser beaucoup d'informations. Bon voilà, c'est important de voir ça parce que pour l'instant, à la fois c'est beaucoup, et en même temps, oui, j'allais dire, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui avance doucement, qui concentre ses efforts sur un certain nombre de choses. On va dire qu'on voit bien que dans le domaine des objets connectés, on aura beaucoup de choses. Les assistants personnels, on a beaucoup d'objets récurrents qui sont produits par beaucoup de boîtes. Mais pour l'instant, on n'est pas dans le saut, on n'est pas dans le truc radical et qui va ultra vite. C'est-à-dire on est très très loin aujourd'hui d'avoir un humanoïde qui remplace l'homme au travail. Je m'arrête là pour l'instant parce que c'est très important aujourd'hui de regarder ce que l'on a entre les mains avant de poser la question sur le travail et sur l'emploi. Oui, je t'en prie. Oui, oui. Ça va. Merci. On a perdu les jolies polices de caractère, tant pis, c'est la vie. Dans la suite de ce qu'a dit Julien Pilot en disant que l'IA est une évolution naturelle de l'économie de la donnée, et Olivier Passet en disant que l'IA, c'est fondamentalement la capacité à traiter des big data, je voulais vous proposer de regarder les métiers des data, enfin de l'IA au sein des métiers des data. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que c'est que ces emplois ? Regardons, alors à partir d'une petite enquête qu'on a faite avec une amie consultante en RH, Marie Le Gardeur, et en recoupant les résultats d'autres enquêtes faites, qui sont indiquées ici depuis plusieurs années, faites par différents acteurs plutôt à l'international. On se rend compte que ces différents métiers peuvent se raccrocher à différents pôles qui sont des professions sectorielles, qui sont des professions scientifiques,
qui sont de la gestion de systèmes, notamment informatiques, ou qui sont orientés business. Et je vous les passe très rapidement. On a des métiers d'informateurs, par exemple les data journalistes, les gens qui vont produire une information directement intelligible par des humains à un niveau assez agrégé. On a les métiers de data analyst, c'est les gens qui gèrent qui font du dashboarding kilomètre, qui utilisent des outils comme Tableau, ClickView, etc. pour produire une information également intelligible par des humains, mais souvent sous la forme de flow continu. On a ce qu'on peut appeler les data wranglers, les gens qui savent manipuler des données compliquées sur des bases de données compliquées pour en sortir quelque chose qui devienne les spécialistes de la synthèse de sources naturellement pourries, parce que la donnée, elle est naturellement sale. Et enfin, le métier très à la mode du data scientist. Et par rapport à ça, on a essayé de positionner les différentes formations qui existent. Vous l'avez peut-être vu sur le transparent précédent, une analyse de 34 formations Bac+5 françaises au data, dont on s'était rendu compte qu'elles sont extrêmement diverses. On y trouvait 80 spécialités de formation différentes. Donc on essaye de regarder comment ces métiers-là se constituent et comment l'appareil de formation supérieure essaye de répondre aux besoins de ces professions. Les formations les plus claires, les plus standardisées sont celles à la data analyse. C'est un métier qui est pratiquement stabilisé. Il y a des formations qu'on peut qualifier de data crunching, qui associent souvent donc, la capacité à traiter de la donnée, notamment de la donnée élémentaire, de la donnée individuelle, et les besoins spécifiques d'un métier, par exemple les biostatistiques, l'actuariat, etc. Et sur le pôle data science, on a trouvé finalement 2 inspirations de formation assez différentes. Bon, tout ça est sur LinkedIn, ne vous inquiétez pas, c'est publié. Des formations qu'on avait appelées Sciences of Data et des formations qu'on avait appelées Data Engineering, le mot est plus clair. Je vais essayer de clarifier ça pour essayer d'illustrer en quoi l'IA fait évoluer, comme ça a été dit par Julien tout à l'heure, les métiers de la data. Voilà un petit peu, à travers notre questionnaire, comment se décrivaient les data scientists. Je ne vous lis pas tout ça, mais ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est qu'ils se définissent d'abord par la maîtrise, l'utilisation d'un très grand nombre de technologies, d'outils technologiques. C'est des maîtres de la machine, à la fois des machines physiques, des serveurs ou la gestion des big data, c'est-à-dire la capacité à accéder à des données lourdes ou à des flux lourds de données, des flux denses de données, et des outils logiciels. Dans la bulle en haut à droite, vous avez la façon dont un data scientist décrit le métier idéal pour lui, un de nos répondants. Vous voyez, un environnement où les données sont centralisées, bien documentées, facilement accessibles, une infrastructure de travail flexible et performante, etc. Un maître de la machine et de la machine lourde. À partir de ça, comment on les forme? Donc les cursus orientés engineering, avec énormément de technologies informatiques, principalement dans des écoles d'ingénieurs. Leur métier, ça va être de gérer physiquement ces flux de données spécifiques à une entreprise, de la captation à la production. Et des cursus plutôt orientés Science of Data, avec un peu plus de maths, un peu plus de simulation, un peu plus de probabilité, avec également d'une capacité à programmer. Et dans les orientations que définissent ces formations, on dit qu'est-ce que vous allez pouvoir faire après. Ils disent aussi que vous allez pouvoir être data scientist, mais ils citent souvent la recherche, ou en tout cas un doctorat, comme débouché. Un côté plutôt matériel, plutôt appliqué, ingénieur, et un côté plutôt scientifique qui essaye de comprendre ce qu'il y a dans la donnée et ce qu'on peut en faire, qui a un pied dans la recherche. Je vous propose de relire ça au regard finalement du cycle de vie de la donnée. La donnée, elle n'existe pas dans l'absolu, elle est toujours obtenue, comme le dit entre autres Bruno Latour. Elle est d'abord générée par la réalité, c'est-à-dire pour qu'un objet connecté capte une information, il faut qu'il soit passé quelque chose dans le monde physique. Pour que des données de transaction soient enregistrées sur un site web, il faut que vous ayez fait une transaction, et ainsi de suite. Il faut que ce qui a été généré par la réalité soit effectivement capté et enregistré. Et là, il y a une foultitude de choix à faire. À quel rythme, avec quelle précision, dans quelles unités, dans quel etc. C'est un métier qui est
presque en cours d'invention ou en cours de réinvention. Hein. Il avait été décrit, je crois que c'est une célébrité dans ses murs, par Alain Desrosières dans les années 60 pour ce qui était des questionnaires. Ce métier de la définition, de l'obtention de la donnée, il est, de mon point de vue, en pleine recréation. En d'autres termes, dans le domaine de l'Internet des objets, c'est le bordel complet. Tout le monde fait à sa façon, il n'y a aucune norme claire. Et il y a des thèses de doctorat de base à faire là-dessus. Après quoi, il faut stocker et déstocker l'information. Ça, c'est un domaine sur lequel les projets ont été gigantesques depuis typiquement 2004. Vous savez peut-être que les progrès dans le stockage et le retrieval, la récupération d'informations, sont beaucoup plus rapides que dans le domaine du traitement de l'information. La loi de Moore va beaucoup plus vite sur le stockage que sur les processeurs. Donc il y a une accumulation de données de plus en plus nombreuses, c'est le principe des big data, ce qui veut dire aussi de moins en moins dense. Il y a de moins en moins de sens par octet. Et donc il y a besoin de plus en plus de travail et d'ingénierie pour arriver à en sortir du sens. Donc c'est justement là qu'arrive cette fameuse intelligence artificielle, la capacité à dire c'est un chien, c'est un chat, quand on lui donne 3 millions de variables, qui sont les 3 millions de pixels d'une image. Il y a eu un gaspillage fabuleux dans le stockage, mais on arrive à construire des outils qui en sortent quelque chose. En sortie de ce traitement, 2 types d'utilisation. L'utilisation par un humain, par exemple le moteur de traduction automatique de Google, vous utilisez son résultat, ou l'utilisation par une machine, l'autopilote de la Tesla va arrêter la voiture. Donc 2 fils complètement différents. Quelle est, de mon point de vue, la grande révolution de l'intelligence artificielle? Parce que tout ça, ça existe depuis Mathusalem, ça s'est beaucoup développé depuis quelques années en quantité. Mais la révolution, c'est qu'une technologie générique, les réseaux de neurones, a permis de faire des progrès ou de faire mieux que la plupart des technologies d'interprétation des données dans beaucoup de domaines. Donc là, il y a vraiment, un peu comme le moteur à explosion, une technologie générique qui envahit ce nœud particulier qui est celui du traitement de la donnée et qui en multiplie les applications, etc. Aujourd'hui, les spécialistes, les gens de ces métiers, sont justement des spécialistes de cette partie traitement, des algorithmes et des machines qui vont permettre de le faire, un petit peu du stockage, un tout petit peu à travers le data engineering de l'utilisation machine. Donc les métiers de la data science, tels qu'ils sont aujourd'hui, ce sont des spécialistes de la partie en bas à droite du graphique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones sont commoditisés. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'expert, son métier, c'est de rendre inutile son expertise. Le réseau de neurones, à partir du moment où il est inclus, où il devient pour l'utilisateur quelque chose d'aussi simple que de remplacer dans un programme de traitement, entre guillemets, algorithme égale méthode égale random forest, vous remplacez par méthode égale neural network, et vous n'en savez pas plus, il n'y a pas besoin de beaucoup d'expertise pour faire tourner des réseaux de neurones dans les applications courantes. C'est fréquemment quelques mois d'expérience suffisent. Alors que pour comprendre les mathématiques sous-jacentes, il faut des années, et encore, elles ne sont pas bien comprises. Donc on se retrouve dans une situation où utiliser un réseau de neurones va devenir... Et déjà, vous avez des cas d'élèves de lycée qui publient des résultats sur comment améliorer la détection de tumeurs cérébrales avec des réseaux adversariaux génératifs, qui sont la dernière version de réseau de neurones. C'est accessible à des élèves de lycée. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de ces métiers? De mon point de vue, peut-être je vais le mettre là, ça veut dire que l'enjeu pour les data scientists va être un peu comme les spécialistes des moteurs à explosion, va être de trouver une place en élargissant leur champ vers l'amont et vers l'aval. Une fois qu'ils ont bien compris ce que c'est que les réseaux de neurones, le traitement de données et les algorithmes, qu'est-ce que ça veut dire sur la captation de données? Qu'est-ce que ça veut dire sur ce que l'entreprise enregistre? Et qu'est-ce que ça veut dire en aval sur ce qu'on en fait? Avec, bien sûr, le très grand sujet des biais qui viennent dans l'utilisation. Vous avez entendu parler des bouquins de Cathy O'Neil, par exemple. Ça pose un sujet organisationnel. Aujourd'hui, c'est les spécialistes de la machine. Comment ils vont réellement entrer en contact avec toutes les personnes de l'organisation? C'est rarement leur point fort. Donc, ça pose des problèmes de soft skills. Et voilà, j'ai déjà dit tout ça.
Pour conclure, samedi, c'est-à-dire avant-hier, dans ma bonne ville d'Argenteuil, à l'Imagerie, il y avait le vernissage d'une exposition d'Ariane Fruit, qui entre autres présente ce pastel à gauche, ou c'est des photos d'iPhone, désolé, ou cette linogravure à droite. Vous voyez, elle s'est baladée avec un iPhone tenu à la taille, en prenant des photos au fur et à mesure qu'elle marchait dans des couloirs de métro. Et après, elle a essayé de représenter ce que c'était, avec ces deux techniques. Si vous avez la même impression que moi, j'ai l'impression, enfin je lui ai demandé, c'est aussi son impression à elle, que ce qu'elle essaye de représenter, c'est au lieu du mouvement des gens, le mouvement des images. Je ne sais pas si vous voyez les pixels se déplacer. Une espèce de projection 2D de l'image XYT, pas XYZT, c'est-à-dire juste l'image, mais elle se déplace dans le temps. Et c'est exactement comme ça que marchent les algorithmes de reconnaissance de vidéo. Ils essayent non pas de reconstituer le mouvement des objets réels, mais de reconstituer le mouvement des pixels. Qu'est-ce que ça m'a illustré? Elle ne le savait pas d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que l'arrivée de l'intelligence artificielle et des nouvelles façons que les machines ont de traiter les données change notre représentation du monde, va changer tous les métiers, bien sûr l'art entre autres. Et de mon point de vue, c'est surtout une opportunité formidable. Voilà. Merci Frédéric Lefebvre-Naré. On a bien compris comment il fallait appréhender l'intelligence artificielle. Mais alors derrière, il y a quand même de gros acteurs comme les GAFAM. N'est-ce pas finalement une arme de prise de pouvoir sur l'ensemble du système productif? Qu'en pense Olivier Passet? Je n'en pense rien. Pour l'instant. Alors on est toujours en amont de cette question de l'emploi. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder les acteurs qui sont derrière. Derrière l'intelligence artificielle, il y a pléthore de start-up. Alors pléthore au niveau mondial, ça se compte en quelques milliers non plus. C'est pas quand on met le focus, on va vous dire que c'est fabuleux. Et non, ça reste relativement concentré. Et puis il y a quelques gros acteurs, notamment les GAFAM, mais pas seulement, les géants chinois également, qui sont dans cette course aux IA. Alors sur quoi ils investissent, c'est intéressant aussi pour voir à quelle vitesse on va. Effectivement, Frédéric a tout à fait raison de dire qu'à la fois c'est un mouvement de fond, ne l'accélérant pas, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a tout un apprentissage, une intelligence à développer soi-même autour de l'instrument. Il y a une diffusion au sein des organisations, une modification des métiers, il y a une compréhension de ce que l'on peut en faire. Donc pour l'instant, on est quelque part dans le raffinage de la data, finalement, mais j'allais dire le monde qui doit déboucher, qui émerge de tout cela, est encore très, très, très largement à construire. Moi, j'essaie juste, c'est un point de vue, de décrire quelque chose qui me paraît assez lent et plus lent qu'on le pense. Là aussi, j'ai parlé des usages en disant ils sont pour l'instant relativement circonscrits. Alors j'exagérerais en disant ils sont dans le prolongement de la révolution bureautique. C'est pas tout à fait vrai, mais j'allais dire on a beaucoup d'assistants. Finalement, pour l'instant, on répare beaucoup de dysfonctionnements de l'économie digitale. Aujourd'hui, un individu, c'est quelqu'un qui est débordé par énormément d'informations, par des mails, par de l'information, et à qui on propose notamment des assistants qui permettent de filtrer et de se recentrer aussi sur son cœur de métier. Mais du côté des grands acteurs, eh bien, j'allais dire, il y a effectivement, beaucoup de choses qui se développent autour de la médecine, de la finance, beaucoup de robots advisors ou de logiciels qui vont épauler, qui vont aider, donc des assistants, et tous sont finalement sur des produits qui peuvent se ressembler, ils sont en concurrence, alors je ne dirais pas frontale, mais surtout on voit qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui, mais qui va aussi nous donner un peu une idée de où on va. Il y a le grand challenge de maîtriser la plateforme applicative, l'équivalent d'un Microsoft de l'intelligence artificielle. Tous aujourd'hui proposent des plateformes d'outils, mais très certainement, il y en aura une qui va dominer et qui va rajouter des modules de reconnaissance vocale, de toutes ces fonctions de reconnaissance dont j'ai parlé et que l'on va intégrer dans nos métiers. Et qui seront présentés très probablement pour l'utilisateur bêta
au sens non premier du terme, comme un outil accessible. Un outil accessible et qui marchera en module. Et là-dessus, on voit qu'il y aura effectivement de l'intelligence faisant appel à de la science de très haut niveau, mais surtout des utilisateurs, comme nous sommes tous des utilisateurs de l'ordinateur sans en maîtriser les ressorts et les outils. Il y a quand même un très fort enjeu autour de ça, mais ce qui veut dire qu'il y aura aussi, il faut imaginer demain, une sorte de prêt-à-porter de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui nous aide à développer des outils, à connecter des outils d'intelligence artificielle à nos objets et à nos pratiques, mais qui ne sont pas, voilà, qui vont modifier les postes et les comportements de tous, comme l'ordinateur a modifié nos métiers. Mais là aussi, lentement, aujourd'hui, nous sommes des sous-utilisateurs déjà de notre ordinateur, de très gros sous-utilisateurs par rapport aux capacités. Et j'allais dire, il faut voir, voilà, dans ce monde réel, il faut voir les choses comme ça, parce que précisément aujourd'hui, on voit qu'il y a des combats pour occuper le marché. Ces combats, c'est ces plateformes applicatives, c'est la voiture connectée, qui sera certainement un objet très, très important, mais qui mobilise énormément d'investissements. Ce sont des assistants personnels. Voilà ce qui se dessine pour aujourd'hui, demain, après-demain, et avant certainement de franchir d'autres étapes. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je peux peut-être essayer de compléter un petit peu ce que tu dis, en prenant peut-être une casquette de concurrentialiste pour le coup. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle va se déployer à travers, finalement, plutôt que des silos, des écosystèmes. Pour prendre un exemple, si vous voulez avoir une intelligence artificielle de la maison, si vous voulez avoir votre Jarvis à la maison, d'une certaine façon, pour les fans d'Iron Man, il vous faut déjà une intelligence artificielle, la plupart du temps déportée dans le cloud. Il vous faut aussi un device bien physique à la maison qui va permettre de communiquer et de piloter tous les autres devices connectés de la maison. Donc en fait, vous avez besoin en tant que développeur de l'intelligence artificielle, et c'est ce que fait Amazon avec Echo, qui est en fait l'arborescence physique dans la maison de son intelligence artificielle Alexa. Vous avez besoin de dresser des partenariats avec tout un tas de fabricants, d'ampoules connectées, de stores connectés, de télévisions connectées, et de faire fonctionner tout ça en symbiose. Amazon a pris de l'avance sur ce marché-là parce qu'il a plus d'1 millier aujourd'hui de devices qui fonctionnent en symbiose avec Amazon Echo. En fait, la logique d'écosystème, de concurrence par écosystème, elle se propage à toutes les applications, tous les grands secteurs d'application de l'intelligence artificielle aujourd'hui. La santé, le véhicule autonome, l'énergie, la smart city finalement. On est en train de créer des champions, mais des champions de la verticale. Contrairement à ce que disait Olivier, ou le suggérait, puisqu'il me le disait il y a une petite seconde, on est encore très loin du Windows de l'intelligence artificielle. On est plutôt en train de créer des intelligences artificielles qui sont ultra spécialisées, qui sont très très fortes dans leur verticale. Et ce qu'on commence à observer lorsqu'on regarde le jeu concurrentiel des grands acteurs de l'intelligence artificielle, c'est plutôt des coopérations, ou plutôt devrais-je parler de coopétition interverticale, comme lorsque par exemple Amazon et Microsoft s'allient pour faire travailler de façon symbiotique deux intelligences artificielles qui sont très fortes dans leur domaine respectif, mais qui ont beaucoup de choses à apprendre l'une de l'autre. Amazon Alexa est très forte en matière effectivement de reconnaissance vocale, tandis que Cortana, celle de Microsoft, est très forte en matière de bureautique. Bon, on arrive très bien à comprendre, et Amazon et Microsoft les premiers, comment finalement ces deux intelligences artificielles peuvent s'enrichir les unes l'une de l'autre, tout en finalement affaiblissant aussi de façon relative les intelligences artificielles des concurrents tels que Google et Apple, qui eux n'ont pas finalement accès à ces alliances qui sont exclusives. Mais si je devais être un tout petit peu provocateur, je dirais que j'ai le sentiment qu'on connaît déjà finalement les grands champions de la compétition qui est en train de se jouer sur tout simplement les marchés de l'intelligence artificielle, qui sera très difficile aujourd'hui de pouvoir contraindre les GAFAM, mais également les BATX, parce qu'on n'en parle pas assez, l'équivalent GAFAM des Chinois et des pays asiatiques, de manière générale. On aura beaucoup de difficultés finalement à opposer une concurrence effective et efficace à leur solution d'intelligence artificielle, parce que si vous y réfléchissez bien, pour pouvoir s'imposer sur les marchés d'intelligence artificielle, il faut 3 choses. Il faut d'abord de la donnée. Et effectivement, les GAFAM et les BATX ont construit leur
quasi-monopole sur leur marché respectif sur le fait de disposer de plus de données que les autres. Plus de données, ça veut dire plus d'attractivité, plus d'intégration possible avec des objets complémentaires. Ça veut dire plus d'attractivité pour les consommateurs, ça veut dire plus d'usage, ça veut dire plus de données. Et ce sont des cercles vertueux concentriques, en tout cas pour les entreprises qui maîtrisent finalement ces moyens de capter la donnée et de la traiter à grande échelle. La deuxième chose qu'il vous faut pour pouvoir vous imposer sur les marchés d'intelligence artificielle, c'est de la recherche fondamentale. Et si vous regardez les laboratoires de recherche fondamentale de Facebook, de Google, de Microsoft, de Baidu, aujourd'hui, vous aurez les plus grands chercheurs, en tout cas ceux qui sont reconnus comme tels par la communauté internationale, autour de la recherche fondamentale en intelligence artificielle, ce qui fait que ça devient très attractif pour les doctorants que d'aller travailler, faire financer leur thèse et leurs travaux de recherche par ces laboratoires. Et si vous faites une recherche sur Internet, vous verrez qu'un nombre colossal de papiers de recherche fondamentale sur la question de l'intelligence artificielle sont aujourd'hui publiés par des doctorants, des jeunes docteurs, parfois des professeurs qui sont passés ou qui sont encore dans les laboratoires d'intelligence artificielle des GAFAM. Et puis la troisième chose dont vous avez besoin pour pouvoir vous imposer sur ce genre de marché, c'est des capacités d'investissement colossales. Et là, encore une fois, lorsqu'on fait le cumul des trésoreries des GAFAM et des BATX, on est à plusieurs centaines de milliards de dollars cumulés, ce qui donne des capacités d'investissement qui sont énormes, ce qui donne aussi une capacité de pouvoir investir et d'acquérir finalement des jeunes pousses qui sont très prometteuses. Alors, effectivement, Olivier tout à l'heure parlait de quelques dizaines de milliers finalement d'entreprises et de startups spécialisées à l'échelle planétaire sur l'intelligence artificielle. Lorsqu'on regarde les acquisitions des GAFAM en la matière, ça se traduit par quelques vingtaines finalement d'acquisitions. Ce n'est pas énorme par rapport au vivier disponible, mais c'est largement suffisant lorsque, vous avez une capacité de détection parce que vous maîtrisez l'ensemble en tout cas une grosse partie des données. Lorsque vous avez des capacités de détection des futures grandes pépites, en tout cas les plus prometteuses, qui sont supérieures à celles de vos concurrents, et notamment si les pépites prometteuses peuvent être une menace concurrentielle pour vos propres activités à terme, si vous êtes capable de les détecter très tôt et de les acquérir très tôt, c'est d'autant mieux pour vous. Et puis l'autre chose qu'ont ces acteurs-là, c'est que finalement, en ayant des capacités d'investissement qui sont redoutables, ils sont capables finalement de rentrer dans un jeu de préemption dans lequel il s'agit moins d'avoir un retour sur investissement, en tout cas rapide, sur les acquisitions qu'ils font, mais plutôt de priver des concurrents potentiels de la pépite en question sur laquelle ils ont mis la main. Et on change finalement de paradigme. On n'est plus sur un paradigme d'investissement qui engage un retour sur investissement concret et à court terme, mais on est sur plutôt un paradigme d'investissement qui se mesure en termes de pertes acceptables. Et ça change tout. Merci Julien Pillot. Avant de laisser la parole à la salle pour quelques questions ou un petit débat, je vous propose qu'on termine sur la question de l'emploi et des compétences à l'heure de l'intelligence artificielle. Olivier Passé. Oui, mais alors très, très rapidement, je vais dire, on a mis beaucoup de temps, encore un temps limité malgré tout, pour tracer, esquisser une sorte de paysage. Frédéric a parlé des métiers directement liés à l'intelligence artificielle. Évidemment, la grande question qu'on se pose, c'est l'ensemble des métiers, c'est-à-dire derrière la puissance de cette technologie, quelle place reste-t-il aux autres métiers, comment le travail peut être modifié demain. Bon, il y a un petit découpage très, très simple, mais qui permet en général d'assez bien éclairer les choses autour des technologies. C'est d'évoquer la production de technologie et l'utilisation de technologie. Frédéric s'est mis du côté de la production, c'est-à-dire des métiers que demain peuvent générer. On voit qu'ils sont, je crois que dans un de ses papiers, il parle aujourd'hui d'une croissance de l'ordre de 30% par an au niveau mondial. On va dire que ce sont des chiffres qui donnent une idée. C'est-à-dire on est dans un mouvement effectivement de constitution d'une nouvelle force de frappe qui crée d'énormes opportunités, sur lesquelles les entreprises rencontrent aussi des goulets d'étranglement inégaux, parce que ce que montre Frédéric aussi, c'est qu'il y a une graduation dans les qualifications. Elles peuvent être très élevées, mais il y a aussi des métiers moins qualifiés. Il y a finalement pas mal de formations déjà en place. Moi, j'étais étonné en te lisant, c'est-à-dire à la fois, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont là. Donc ça, c'est de ce côté-là. Mais ce qu'on sait, c'est que la production directe de métiers ne va jamais. Les technologies ne sont jamais les secteurs de pointe qui créent le cœur de l'emploi. Ce sont les usages qui vont soit
créer des nouvelles fonctionnalités, de nouvelles potentialités, de nouveaux marchés, soit détruire des emplois parce que justement ça agit sur les process, ça remplace l'homme. Et c'est ça que je vais essayer de regarder rapidement. Alors les études qu'a mentionné Julien, l'une des études, celle qui vous dit 40, 50, 60% de l'emploi, tout ce qui vient de Oxford, vous pouvez avoir des résultats, effectivement, sont assez saisissantes. Elles ont un gros défaut. C'est qu'à technologie, elles associent la notion de remplacement, d'automatisation. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est vue que sous une fonction exclusive, c'est ça automatise. Oui, effectivement, ça a un potentiel d'automatisation très fort. Mais si je regarde l'ensemble des fonctions d'une technologie, et je ne ferai que ça parce que le temps est limité, et puis après il y aura la discussion, et finalement, moi, cette petite typologie me parle bien. L'intelligence artificielle, si vous prenez un usage tout bête pour des handicapés, le fait de développer des prothèses intelligentes, par exemple, déjà ça répare. L'intelligence artificielle est au sein d'une organisation aujourd'hui, quand vous avez des chatbots, quand vous avez toute une série d'outils qui vous épaulent, essayez de vous regarder vous-même dans votre travail. Vous êtes tous débordés par des outils numériques et on vous propose d'automatiser une partie des choses qui vous bouffent et qui vous étouffent dans la fonction de tous les jours. Ça répare, c'est-à-dire que comme souvent, les économistes imaginent un choc en considérant qu'on part d'une situation d'équilibre, que tout va bien. Non, il y a énormément de fonctions qui sont mal assumées au sein de l'entreprise, et les chatbots en particulier dans la relation clientèle, aujourd'hui, quand vous appelez un service client, on ne réalise pas à quel point dans quelques années, ça nous paraîtra l'âge préhistorique, c'est-à-dire taper 1, taper 2, dièse, machin, vous attendez. Là, on est en train simplement de réparer des fonctions dysfonctionnantes, et là, on rajoute quelque chose et on va permettre de faire du tri de manière évidente. Cette fonction de réparation, à mes yeux, elle est essentielle. Alors ensuite, il y a une fonction d'augmentation, c'est ce que disait également Julien, quand on parle de cobotique, c'est-à-dire de robots qui viennent épauler un chirurgien, quand on parle de sécurité, c'est-à-dire le fait d'avoir la reconnaissance faciale, il ne s'agit pas demain, devant les boîtes de nuit, de mettre une caméra qui va reconnaître tous les visages, qui va avoir accès à toute l'information et qui va faire automatiquement un tri automatique ou tirer à vue sur ce qui est dangereux. Vous voyez bien qu'à chaque fois, toutes ces technologies, on a du mal à les envisager sans accompagnement humain. Et puis, c'est un outil de collaboration en tant que tel, parce que ça crée et ça facilite et ça démultiplie l'interaction, puisque vous avez des machines parlantes interagissantes, là où nous, on est débordés, de toute façon, au sein de l'organisation. Mais surtout, ça vous libère du temps de collaboration. C'est-à-dire que là où vous passez les 3/4 du temps, déjà 1 heure le matin, moi c'est pas mon cas, donc je suis un très mauvais élève, mais à remonter les mails que vous n'avez pas traités, à remonter toute une série de... Bon, voilà, c'est quand même fait aussi, si c'est bien utilisé, pour dégager du temps humain, du temps d'interaction et peut-être du temps de respiration. Une fois qu'on a vu tout ça, on voit très bien qu'une technologie, c'est toujours pareil, son usage, son utilisation est décisif sur son impact pour l'emploi. Pour l'instant, ce que l'on voit beaucoup, c'est que ça permet, on voit, comme dans toute révolution technologique, c'est-à-dire il y a des nouvelles offres, de nouvelles propositions. Vous avez toute une série de secteurs matures, ou considérés matures, l'automobile, etc., où on se dit, ou toute une série d'objets à qui on donne une nouvelle vie à travers la connexion, le fait de les doter de nouvelles fonctions. Donc vous régénérez des marchés, vous créez de nouvelles potentialités, les chatbots notamment. Vous pouvez créer de la fluidité, vous pouvez augmenter la productivité, et en méchant économiste, pour moi, la productivité ne veut pas dire moins d'emplois, ça veut dire au contraire aussi un élément qui peut augmenter ce qu'on appelle les surplus, c'est-à-dire et donc être plutôt favorable à la croissance. Donc voilà, les raisonnements sont très vite faits en matière d'intelligence artificielle, se méfier de cette idée de tsunami, d'abord, parce que j'ai vraiment insisté sur mes 2 premières interventions sur... C'est un phénomène qui est plus lent qu'on ne le croit, qui se diffuse lentement, et 2, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière l'intelligence artificielle que le fait de remplacer un individu. Alors vous trouverez des exemples, mais finalement, essayez d'imaginer les métiers que l'on peut remplacer à 100% par de l'intelligence artificielle. Vous verrez que ça ne vient pas si facilement. Je peux vous en lister quelques-uns, mais j'allais dire, dans ce cas-là, on est dans le grand continuum de la révolution technologique qui, de temps en temps, élimine les poinçonneurs, etc., etc. Bon, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on laisse la parole à la salle ? Peut-être juste un exemple illustratif pour conclure. Ça fait à peu près 30 ans que
Les pilotes d'avion sont aujourd'hui assistés par ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence artificielle, en tout cas de pilotes automatiques. Ça n'a pas vraiment détruit d'emplois. Pourtant, à l'époque, c'était la crainte principale qui était brandie par tous les syndicats de pilotes. La vérité, c'est que là où on avait besoin de 3 pilotes, c'est-à-dire un pilote principal, un copilote et un pilote de réserve, ça a juste permis de supprimer le pilote de réserve. Mais entre-temps, depuis 35 ans que la technologie existe, qu'elle s'est améliorée, le trafic aérien a été multiplié par 10, par 15. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand bien même il existe des pilotes automatiques, il n'y a jamais eu autant d'emplois de pilotes. Ça fait réfléchir. Frédéric Lefebvre-Naré, vous voulez le mot de la fin? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous voulez lever la main pour vous signaler. Oui, pardon, bonjour. Je trouve que l'exemple des pilotes et de l'intelligence artificielle dans les avions, c'est d'assez mauvais goût quand même par les temps qui courent. C'est quand même, je veux dire, il faut oser. Vraiment, il faut oser. Parce que quand même, les pilotes expliquent qu'on ne leur a pas dit qu'il y avait un système anti je sais pas quoi dans l'avion qu'ils allaient piloter, pour lesquels ils avaient une formation pendant deux jours. Donc, prendre cet exemple quand même... Bon. Moi, je suis très mal à l'aise devant votre absence totale d'esprit critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Vous lisez effectivement tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. On le connaît aussi. J'utilise un iPhone, un ordinateur comme vous. Je ne suis pas complètement demeuré, mais quand même, il y a des moments où il faut se poser des questions sur la finalité ultime de l'utilisation et de l'intégration de ces nouvelles technologies. Et il ne faut pas laisser la réflexion sur ces finalités à Mark Zuckerberg, qui explique benoîtement qu'il n'y a plus de frontières entre le privé et le public, par exemple. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on n'assiste pas à une dérive concernant les data analogue à celle de la finance? C'est-à-dire qu'en matière de finance, de flux financiers, les flux financiers représentent, mais les économistes le diront mieux que moi, 5 ou 10 fois l'activité économique. Et on sait ce que ça a donné. Et on sait qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un système qui fonctionne sur lui-même, qui se développe de façon tout à fait assez autonome, et sans en référer, sans dire pourquoi il le fait. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive data comme il y a une dérive finance? Merci. Je peux te dire un mot. Alors bien sûr, j'ai conseillé tout à l'heure la lecture du livre de Cathy O'Neil, Algorithme d'armes de destruction massive. Il a été traduit sous un autre titre, si c'est le titre français, je crois. Il vient de sortir en français. Il se vendait bien même en anglais en France, mais il vient de sortir en français, donc ça facilitera la lecture. Elle vient du monde de la finance quantitative et des data pour la finance. Et ces exemples portent là-dessus, sur l'éducation, sur le marketing, etc. Donc, bien évidemment, l'application des algorithmes d'intelligence artificielle à la vie réelle a des conséquences massives et pas toujours favorables. Enfin, c'est peut-être trivial. Simplement, peut-être c'est important de dire que cette question de la redevabilité des algorithmes ou de comprendre les algorithmes est une question très mal posée. Les algorithmes sont extrêmement simples. Ce n'est pas de la mathématique évoluée. Certes, il y a des problèmes mathématiques pas encore compris, mais je pense d'ici 5 ou 10 ans, ça sera considéré comme trivial. Le problème ne vient pas de l'IA elle-même, il vient de la confrontation de l'IA au monde réel, aux données réelles. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle transfère les biais de la donnée qui a été captée vers les actions qui vont être générées, par exemple. C'est-à-dire comment on reproduit certains biais. Le 14 mars, par ailleurs, j'ai une activité de blogueur politique. Le 14 mars, j'ai publié sur mon blog mes réponses aux questions du grand débat. Enfin, j'en ai fait 4 billets. Et donc, j'ai fait un petit mot sur Facebook, puisque vous parliez de M. Zuckerberg. Ce petit mot, ça devait être, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça devait être grand débat national, 2 points, mes réponses aux questions d'Emmanuel Macron. Et j'ai listé les 3 questions qui sont les 3 titres du questionnaire sur grand débat national. Ce post n'est pas publié par Facebook.
il est déclaré non conforme aux standards de la communauté. Hein? Alors, est-ce que c'est grave? Bon, c'est pas si grave que ça me tue pas. D'ailleurs, j'ai pu le publier sur Twitter. Mais bien sûr, c'est un effet de l'intelligence artificielle, très probablement parce que parmi les 3 sujets imposés, il y avait le mot immigration. Et que ce mot a dû suffire à faire tilter l'intelligence artificielle qui a dit « Ah, boum !» Mais donc, qu'il y ait des problèmes, des biais, des risques, y compris des comportements qui ne sont pas ce que nous voulons, c'est absolument évident. Vous avez donné l'exemple de l'avion, très bien, hein, mais on n'aurait pas le trafic aérien d'aujourd'hui sans l'intelligence artificielle, on n'aurait pas le trafic TGV, même les trains de banlieue, sans la conduite automatique. Donc, la question ne se pose pas en termes de oui ou non. Elle se pose en termes de pilotage, de régulation, de contre-technologie pour maîtriser des technologies. Voilà, je ne saurais pas le dire mieux. Merci. Bonjour, Claude Varret. Moi, je cherche plutôt des associés pour des startups, donc je fais de la chasse de tête. Et ma question va concerner en fait le recrutement. Le recrutement, de plus en plus, on utilise effectivement, sinon de l'intelligence artificielle, du moins de l'informatique algorithmique. Le problème, c'est quand même de contrôler les algorithmes qu'on utilise, parce qu'on sait que dans ce pays, on a un problème de diversité au niveau du recrutement. Et quand je dis diversité, c'est de manière extrêmement large. C'est aussi bien l'âge que l'endroit où on habite, le 9-3, etc. Si on utilise des algorithmes qui reproduisent le système existant, on va se trouver en matière de recrutement, continuer à avoir les mêmes biais et avoir un manque de diversité. Donc je pense que là, tout en étant, moi j'aime beaucoup l'intelligence algorithmique, il est nécessaire de contrôler, de bien vérifier qu'on n'est pas en train de reproduire des schémas du passé qui introduisent des biais qui sont extrêmement négatifs pour la productivité et pour la compétitivité du pays, aussi bien d'ailleurs que pour la qualité de vie des gens qui vivent dans ce pays. Merci. Alors, faisons un peu de recrutement sur les métiers des data, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je dirais les cabinets de recrutement de la place sont connus pour être extrêmement conformistes et pour recruter des gens qui ressemblent exactement au profil, etc. Simplement, jusqu'à maintenant, ils le faisaient sur l'allure, la présentation, etc., la maîtrise de certains codes du 8e arrondissement. Alors, on peut imaginer, en théorie, qu'avec un recrutement utilisant plus les algorithmes, on va plus faire du comportemental, c'est-à-dire plus analyser sur GitHub les codes informatiques qu'ont écrits des candidats, les noter avec des algorithmes de notation de la qualité de code et retenir ceux qui sont bons au regard de certains critères. Ce qui va être également une forme de conformisme, mais différente puisqu'elle va porter moins sur l'apparence et plus sur une réalité professionnelle. Maintenant, dans la pratique, je crois honnêtement que le recrutement, il y avait un forum là-dessus récemment à DataJob, le recrutement, c'est un des domaines où l'IA avance le moins vite, tout simplement parce qu'il y a le moins de données. Il y a le moins de données exploitables. Hein. Autant une image, c'est 3 millions de variables, autant un candidat sur lequel vous avez 3 millions de variables, je ne le connais pas. Une dernière question, peut-être? Ou pas? Oui, alors j'avais une question en fait sur justement l'encadrement légal qui suit ce déploiement de l'IA, à savoir que dans les nombreux exemples que vous avez pu citer, c'est vrai qu'on se pose quand même la question de la responsabilité finalement de la machine versus l'homme et se dire que quelque part à terme, est-ce qu'on n'a pas quand même un risque finalement justement de voir régresser quelque part l'intelligence naturelle de l'homme qui serait totalement tributaire pour certaines tâches de cette intelligence artificielle, notamment dans le cadre du travail, se dire que finalement on perdrait en agilité, donc ça c'est le terme à la mode, parce que justement on serait tributaire de ces formes d'intelligence artificielle pour pouvoir finalement faire notre job. Je vais répondre très rapidement, mais en faisant le lien finalement avec toutes les questions. Parce que j'ai énormément apprécié, enfin j'avais tenté de le faire malgré tout, le lien avec la finance,
l'abondance de data et ce que ça produit, le côté boîte noire. Effectivement, la référence à la finance, moi, à ce stade, puisque certains connaissent intimement l'intelligence artificielle, d'autres sont des utilisateurs, c'est plutôt mon cas. Mais le parallèle que je peux faire en tant qu'économiste et qui me parle le plus, c'est tout ce que l'on a attendu d'un certain nombre de systèmes d'information et d'une explosion du nombre de données et aussi de la haute fréquence et ce que ça produit en termes finalement sur l'ensemble de l'économie. On voit que ça a un impact à la fois extrêmement lourd, mais ce côté boîte noire, ce côté utilisation véritable, amélioration véritable de l'information, des comportements, etc., il faut être conscient des risques, des limites, et donc de toute une série de freins juridiques, notamment en termes de responsabilité. Enfin, nous, on est confrontés à ça, c'est-à-dire on a l'impression que les discours vont très, très, très vite par rapport à ce qui est en mesure de se déployer, et de toute une série de risques que l'on doit contrôler. Et à chaque niveau, sans être juriste, on a le sentiment que les questions juridiques risquent d'être le premier frein, avant même tous les autres, et précisément parce qu'on a affaire à des boîtes noires qui, peuvent provoquer, d'abord par leur dysfonctionnement, engendrent de nouveaux risques, et deuxièmement parce que comment est-ce qu'on fait pour accréditer un dispositif de décision, que ce soit, je sais pas, la blockchain par exemple, qui est supposé infaillible mais qui ne l'est pas, et où se situent les responsabilités dans tous ces dispositifs. C'est extrêmement difficile à fixer et ça freine énormément la diffusion ou le changement radical de nos pratiques, d'abord à cause de cette raison-là. Julien ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu viens de dire. La vérité, c'est qu'effectivement, il y a la première des incertitudes concernant le déploiement de l'intelligence artificielle sera finalement la réglementation et son évolution, dans la mesure où, pour les producteurs de l'intelligence artificielle, ceux qui vendent des solutions basées sur l'intelligence artificielle, c'est aussi un impact considérable sur leur fonction de coût, tout simplement, et leur potentialité de profit. Il est évident que lorsque vous travaillez sur l'intelligence artificielle, votre carburant, c'est la donnée. Les réglementations qui peuvent être prises autour de l'utilisation que l'on peut faire des données, les retraitements que l'on peut faire, leur anonymisation, etc., a un impact sur, finalement, la rentabilité potentielle d'une solution basée sur l'intelligence artificielle. C'est évident. De la même manière que lorsque vous automatisez des véhicules qui doivent être en délégation de conduite, la question se pose de savoir à quel moment est-ce que le conducteur est responsable, parce qu'il est supposé pouvoir reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment, et le moment où l'intelligence artificielle est responsable d'un dégât causé à un bien ou à une personne. De la même façon qu'il va se poser la question de savoir également si finalement le constructeur automobile est responsable du fait des dommages causés par son véhicule qui est piloté par une intelligence artificielle, ou si c'est le développeur d'intelligence artificielle en question qui va être responsable des dommages causés par un véhicule qui serait conduit par une intelligence artificielle. Donc effectivement, la question de la réglementation va poser des jalons, va poser des freins, parce que ça va avoir une influence sur les fonctions de coût et la rentabilité potentielle des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui vont être intégrées par les développeurs et les producteurs d'intelligence artificielle, c'est évident. Et puis de toute façon, on n'échappera pas à de très grands débats autour de l'éthique aussi de l'intelligence artificielle, et l'UNESCO a récemment fait un appel en ce sens-là. Juste pour terminer, parce que c'était quand même la question travail, et je voudrais le relier avec la question du travail, parce qu'on perçoit des risques, parce qu'on perçoit des dysfonctionnements. Il faut imaginer aussi que derrière, à chaque fois qu'une économie, que la production se complexifie, que les organisations se complexifient, qu'une technologie arrive, on sous-estime toujours les nouveaux problèmes que ça crée. Et derrière un problème, souvent, il y a de nouveaux métiers aussi qui se développent. C'est-à-dire beaucoup de métiers sont liés, et donc nos organisations deviennent assez difficilement pilotables. Alors on nous dit, par exemple, la première lecture, je donne un exemple, mais c'est de vous dire, finalement, la tâche, le métier le plus automatisable, j'aime bien cette idée d'ailleurs, c'est celui de manager intermédiaire, c'est celui qui encadre des équipes, parce que c'est du contrôle, parce que c'est de la surveillance, et tout ça, la machine sait très bien le faire. Sauf que c'est totalement ignoré ce qui se passe dans une organisation quand vous introduisez ce genre de technologie. Là aussi, la finance est assez parlante, parce que finalement,
voilà un secteur où la technologie est arrivée, la data est arrivée, et l'emploi a explosé et a créé des tas de métiers dont la plupart d'entre nous ne savent pas vraiment désigner ni la finalité ni l'objet, parce que, évidemment, les tâches se sont démultipliées autour de ce que produit la finance, qui n'est pas forcément directement lié au financement d'économie, mais toute une série de métiers qui peuvent paraître un peu aériens. Et ça, c'est la réalité profonde du tissu social et des organisations, c'est que très souvent, autour d'une technologie, elle invente de nouveaux problèmes et de nouveaux métiers. Merci à tous les trois et merci à tous pour votre attention.